Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce webinaire de la CPNEF, webinaire de présentation des financements de la formation professionnelle dans la branche ALISFA, la branche des acteurs du lien social et familial. Alors, les participants arrivent progressivement. Je vous propose malgré tout de démarrer car nous avons 1 heure pour ce webinaire pour parler de tous les dispositifs 2024. Au cours de ce webinaire, nous introduirons tout d'abord notre propos avec une présentation des intervenants. Nous reviendrons sur ce qu'est la branche ALISFA, la branche professionnelle, et comment se structure le dialogue social au sein de cette branche. Et puis, nous entrerons dans le vif du sujet pour parler dispositifs de financement. On commencera par réexpliquer les grands principes et puis on détaillera les différents dispositifs de financement pour 2024. Enfin, nous conclurons avec un temps sur les ressources et outils à votre disposition pour aller plus loin. Et puis, ce sera également l'occasion de vous parler du site internet de branche. Alors, 3 infos préalables avant de démarrer, des infos d'ordre technique. Dans le petit outil à droite, vous avez la possibilité de poser des questions durant le webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera dans la mesure du possible de répondre au maximum de questions. Et si jamais on est pris par le temps et qu'on n'a pas le temps de répondre, nous vous ferons un retour écrit. Donc voilà, n'hésitez pas à nous interroger. Deuxième information, vous avez la possibilité de télécharger le support qui s'affiche sur votre écran. Dans l'onglet documents à distribuer. Donc voilà, n'hésitez pas à le télécharger. Et troisième information, le webinaire est enregistré. Donc vous aurez l'occasion de le revisionner sur notre site alisfa.fr. Il sera publié. Je vous propose de commencer tout de suite ce webinaire avec tout d'abord une présentation des intervenants. Et ce sera l'occasion pour la présidence de la CPNEF d'introduire ce webinaire. Donc, la présidence de la CPNEF est paritaire. La commission paritaire nationale emploi-formation est une instance qui réunit à la fois des représentants des employeurs à travers le syndicat employeur de la branche et l'ISFA et des syndicats, des organisations syndicales qui représentent les salariés, en l'occurrence la FNACEFO, la CFDT Santé Sociaux et l'USPA-OCGT. Et donc, nous avons avec nous aujourd'hui la présidence de la CPNEF, qui est paritaire, Michel Poulet, président de la CPNEF, et Isabelle Duchesne, vice-présidente, à qui je vais laisser la parole pour introduire ce temps. Bonjour à tous. Voilà, donc après cette petite présentation, on va vous faire une petite introduction rapide. Alors, sur la formation professionnelle, comme vous le savez, c'est en premier lieu la qualification, qui est un outil indispensable de promotion sociale, mais aussi d'évolution des salariés au sein des établissements pour pérenniser les projets que nous mettons en place. Vous aurez noté très certainement que ces dernières années, les contraintes légales en termes d'obligations de formation sont en hausse, et notamment des bouleversements législatifs à travers la loi de 2018, la refonte de la VAE, la création du CPF, donc énormément de choses qui ont bougé ces dernières années, le passage des OPCA aux OPCO, la création de France Compétences, donc ça fait beaucoup de choses. Nous sommes passés aussi du plan de formation à la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, ce qui change un certain nombre de choses. Et alors, ce qui est important pour nous, pour ce qui nous concerne pour la branche ALISFA, c'est que la formation est devenue une attribution incontournable de la branche professionnelle depuis la loi travail. Et sa place est de plus en plus importante, enfin il y a une place de plus en plus importante des financements de branche. Et pour la branche ALISFA, nous pouvons nous féliciter d'avoir un niveau important de contribution par rapport à d'autres branches. Aujourd'hui, donc pour ce webinaire, c'est le presque premier webinaire, il semblerait qu'il y en ait eu un quelques années auparavant. Donc on met en place ce webinaire sur des financements de la formation au niveau de la branche.
Notre volonté est donc de renforcer la communication et la compréhension des dispositifs de formation pour les employeurs et aussi pour les salariés. Nous assistons depuis quelques années, nous diffusons une brochure à destination des employeurs en version papier depuis l'année dernière. La nouveauté pour cette année, c'est une brochure à destination des salariés en format numérique, avec une affiche de promotion de cette brochure afin de faciliter l'information des salariés. Et nous avons mis en place depuis peu un nouveau site internet. Voilà, donc je vous invite à aller consulter, qui est plutôt bien fait. Et là-dessus, je laisse la parole à Isabelle Duchesne, vice-présidente. C'est à toi. Merci Michel. Nous nous sommes dit que 2024, c'était peut-être effectivement la bonne année pour remettre en place un webinaire parce que ça nous permettait auprès de vous tous de revenir sur les choix politiques que nous avons pris, donc que les partenaires sociaux ont dû prendre cette année pour maintenir une dynamique dans les départs en formation. On a parlé éléments de communication, vous avez dû prendre connaissance dès la fin de l'année dernière de la newsletter avec la présentation de l'ensemble des dispositifs que nous avons mis en place pour 2024. Évidemment, vous n'êtes pas, à mon avis, vous avez dû vous apercevoir qu'il y avait des changements dans ces dispositifs, c'est-à-dire qu'on a maintenu la quasi-totalité de nos lignes, mais nous avons été dans l'obligation de mettre des limitations sur certains de nos dispositifs et notamment, plus particulièrement, 2 dispositifs qui sont nos dispositifs sur le plan de développement des compétences sur le système de DAF et sur la rémunération du remplacement en ce qui concerne les formations qui amenaient à une certification. Comme l'a dit Michel, nous avons des éléments de contexte qui nous ont obligés de prendre ces décisions. L'idée étant de pouvoir maintenir d'une façon plus pérenne une dynamique de formation au sein de la branche. Vous l'avez compris, nous sommes dans un écosystème, c'est celui de la formation professionnelle, avec des fonds qui sont issus de votre contribution conventionnelle qui vient en relais de fonds évidemment légaux. Et quand il y a des coups de rabot au niveau des fonds légaux, de l'alternance ou d'autres dispositifs, d'une façon de vase communicant, nous prenons le relais avec notre contribution conventionnelle et bien évidemment, ça nous impacte au niveau des financements. Donc ça, c'est le premier élément de contexte qu'a rappelé Michel. Le deuxième élément de contexte qui nous a incité vraiment à réfléchir et à prendre ces mesures, ça a été que depuis quelques années, même avant la crise sanitaire, l'utilisation de nos fonds et quand on arrivait à la clôture des comptes sur les fonds conventionnels, l'utilisation n'était pas totalement optimum par rapport à la hauteur de notre contribution. Donc, nous avons mis au fil des ans, au fil des années, des dispositifs de plus en plus incitatifs, et surtout après la crise sanitaire, où là, il y a eu carrément un arrêt pratiquement total des formations. Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait absolument lever tous les freins au départ à la formation. Bon, ça a été un réel succès, puisqu'on avait commencé dès 2022, mais l'année 2023, il y a eu un très grand nombre de départs en formation. Pour vous donner quelques chiffres, pour donner la mesure de ce qui s'est passé en 2023, il y a eu sur les fonds conventionnels plus de 35 000 salariés qui sont partis en formation. Ça a représenté une enveloppe, pour vous donner un ordre d'idée, de 24 millions d'euros au niveau des fonds conventionnels. C'est le double de ce qui s'est passé en 2022. Donc, par rapport à ces deux éléments de contexte, il a fallu absolument que l'on prenne des mesures pour garantir la soutenabilité du système. Notre responsabilité en tant que partenaires sociaux, c'est de faire des ajustements et on a voulu garder 3 principes par rapport à ces ajustements. Un principe de mutualisation, c'est-à-dire qu'on met en commun collectivement des contributions en fonction des années. On a des besoins qui sont plus ou moins importants et on utilise plus ou moins les enveloppes disponibles. Le deuxième principe, c'est un principe d'équité. On ne veut pas arriver dans un système
où c'est le premier arrivé qui est le premier servi, parce que ce n'est pas équitable. Ça dessert totalement des structures peut-être les plus éloignées de l'information ou des structures en difficulté. Donc, il faut que nous soyons dans un système juste. Un troisième principe, c'est le principe du collectif. Encourager le collectif. C'est l'ADN de notre branche. Nous sommes issus tous de collectifs, de salariés bénévoles, et parce que cela permet évidemment un meilleur usage des financements. Le collectif permet des économies d'échelle et on peut faire plus de choses quand on est un collectif. Quatrième principe, Michel l'a dit en premier, continuer la politique sur le certifiant, parce que le certifiant, les formations qui amènent à un diplôme, à une certification, c'est hyper important aujourd'hui dans le contexte dans lequel sont nos structures de pénurie de professionnels. Donc, vous l'avez compris, on a été obligé de prendre ces mesures. On sera très attentif tout au long de l'année pour voir comment se passe la consommation, faire des ajustements à la hausse si c'était possible. Mais en tout cas, nous avons pris ces décisions pour que sur les quelques années qui vont venir, on puisse avoir un système soutenable. Je laisse la parole maintenant à Sébastien et Corinne qui vont nous détailler les dispositifs techniquement et nous expliquer comment ça fonctionne. Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup Michel pour cette introduction. Donc effectivement, je vais intervenir avec Corinne. Donc on va se présenter à notre tour. Donc moi je suis Sébastien Riquelme, responsable du pôle CPNEF Observatoire au sein donc, de la branche des acteurs du lien social et familial. Pardon. Et donc j'interviens avec Corinne Poteau qui est avec moi. Corinne. Donc, je suis Corinne Poteau, assistante emploi-formation à la CPNEF. Merci Corinne. Et donc, un mot quand même pour également citer toutes les personnes de l'équipe technique de la CPNEF. Nous ne sommes pas que deux au sein du service technique. En premier lieu, Anna-Laura Gavina, qui travaille et qui est chargée de communication au sein de la CPNEF, qui a travaillé à l'organisation et à la préparation de ce webinaire, et donc on la remercie pour cela. Laurie Brunois, qui travaille également à la CPNEF dans le cadre de l'instruction des demandes de financement, travaille également à l'organisation de nos commissions et groupes de travail paritaires. Donc, merci à elle, parce que c'est grâce à elle si les groupes et le travail paritaire peut se dérouler au mieux. Mariam Bouzglaf, qui travaille sur tous les sujets liés à l'observatoire de branche. Et puis enfin, Pascal Wilmet, qui déploie les orientations de la CPNEF en région, notamment à travers le réseau des référents en région, les RR, que vous devez connaître et dont on va reparler plus tard. Alors, tac. Pour finir ce temps introductif, nous souhaitions juste revenir sur ce qu'était la branche ALISFA et comment se structurait le dialogue social au sein de cette branche professionnelle. Juste en deux mots, la branche ALISFA, donc les acteurs du lien social et familial, c'est la branche professionnelle qui regroupe à la fois les centres sociaux et socioculturels, les EAJE, établissements d'accueil de jeunes enfants, les ADSL, associations de développement social local, et les espaces de vie sociale, les EVS, ainsi que les fédérations. Toutes ces structures dans la branche ALISFA, ça représente environ 4000 structures gestionnaires pour environ 5000 établissements répartis sur tout le territoire et environ 80 000 salariés. Dans ces structures, comme dans toute entreprise, on y retrouve à la fois des employeurs et des salariés, chacun étant représenté dans les commissions paritaires, donc les employeurs représentés par le seul syndicat représentatif des employeurs au sein de la branche ALISFA, donc le syndicat ELISFA, et les salariés représentés par des organisations syndicales de salariés. Dans la branche ALISFA, nous avons 3 qui sont représentatives, la CFDT Santé Sociaux, l'USPAOC CGT et FO Action Sociale. Et donc, ces organisations se rassemblent, négocient, réfléchissent, pilotent la politique au sein de différentes commissions et donc qui sont listées sur le support. La CPPNI, Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, la CPNEF,
Commission paritaire nationale emploi-formation, et la CPSP, Commission paritaire santé et prévoyance. Voilà, après ce temps introductif, je vous propose de commencer tout de suite, de rentrer dans le vif du sujet sur la formation et les dispositifs de financement. Pour commencer ce point sur les dispositifs, il semble essentiel de dire un mot sur les contributions. Alors Michel et Isabelle l'ont abordé en introduction. La contribution à la formation professionnelle, elle est de différents ordres. Nous avons différentes contributions qui s'ajoutent, à commencer par la contribution légale qui est imposée par la loi. C'est l'État qui définit le montant de cette contribution légale et qui la pilote. Cette contribution légale, elle est collectée par l'URSSAF, elle finance tout un tas de dispositifs et une partie est reversée aux OPCO, aux opérateurs de compétences. Dans notre cas, il s'agit d'Uniformation. Cette partie finance notamment le plan de développement des compétences des structures. Mais comme l'ont dit Michel et Isabelle, la part consacrée au financement du plan de développement des compétences est de plus en plus faible sur cette contribution légale, d'où l'importance de disposer d'une contribution conventionnelle pour soutenir et pour assurer le financement des plans de développement des compétences des structures de la branche. Donc cette contribution conventionnelle, elle n'est pas collectée par l'URSSAF, elle est collectée par l'OPCO, elle est décidée par la branche, elle est pilotée par la branche. Et donc, c'est la branche qui décide les lignes budgétaires qui sont ouvertes et les modalités de financement via les fonds conventionnels. Et puis, il y a une troisième contribution qui est le dispositif de soutien emploi-formation, qui est une autre contribution conventionnelle, puisque c'est la branche qui décide de la mise en place de ce dispositif, qui finance d'autres types d'actions. Ce qui est financé par ces différentes contributions est listé dans cette diapositive qui s'affiche. Donc, voilà, à gauche, en bleu, vous avez la contribution légale qui finance différentes actions, notamment le catalogue transversal d'Uniformation et les demandes d'aide financière gérées par Uniformation. Là, attention, il faut bien noter que ces contributions légales, elles ne financent que le plan de développement des compétences pour les structures de moins de 50 salariés ETP. Ça, c'est à noter. La contribution conventionnelle, elle finance toutes les lignes qui apparaissent à l'écran et qu'on va vous détailler ensuite avec Corinne. La précision, c'est que là, les partenaires sociaux ont fait le choix de financer le départ en formation dans toutes les structures, quelle que soit la taille salariale. Et donc, les structures de plus de 50 ETP sont bien intégrées à ce qui est possible de financer via ces contributions conventionnelles. Et enfin, le dispositif de soutien emploi-formation, lui, vient financer notamment les analyses des pratiques professionnelles et les colloques, conférences, séminaires. Et enfin, quelques chiffres. Alors, Isabelle en a déjà cité quelques-uns, donc on va aller très vite sur ces chiffres, mais pour donner un ordre d'idée, donc en 2023, effectivement, on a eu un niveau d'engagement jamais observé dans la branche pour soutenir le départ en formation des salariés. 27 millions d'euros ont été engagés, dont 24 millions sur les fonds conventionnels, ce qui fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure entre la répartition entre les fonds légaux et les fonds conventionnels. Les fonds conventionnels représentent 24 millions d'euros. Tout ça, ça a permis le départ en formation de 35 000 salariés, dont 350 pour des projets de formation certifiantes. En plus de ça, le dispositif emploi-formation a permis le financement de 765 dossiers d'analyse des pratiques professionnelles pour 6 000 salariés. Et enfin, à noter que les fonds de la formation ont permis également le départ de 400 bénévoles en formation sur des formations en lien avec leur mandat. Voilà pour ce temps introductif. Et donc, on va pouvoir rentrer sur l'ensemble des dispositifs de financement, à commencer par le dispositif qui est le plus sollicité par les structures de notre branche. Ce sont les DAF, donc les DAF qui permettent de financer
des formations pour un ou plusieurs salariés de votre structure. Ce sont des formations qui se font en intra-entreprise, donc pour des salariés d'une seule et même structure, que cette formation se déroule dans vos locaux ou pas. C'est totalement indépendant. Donc, ces DAF, en termes de prise en charge, alors on a des fonds légaux et des fonds conventionnels qui viennent financer ces DAF. En termes de prise en charge, on a des prises en charge différentes selon le nombre de participants que vous envoyez en formation. Si vous envoyez entre 1 et 4 salariés sur une même formation, nous aurons une prise en charge à hauteur de 15 € par heure pour les formations supérieures à 105 heures et de 65 € par heure pour les formations dont la durée est inférieure à 105 heures. Et lorsque vous envoyez 5 salariés et plus en formation, là, on passe à une prise en charge du coût pédagogique au coût jour avec un plafond à hauteur de 1 800 € par jour. Les frais annexes sont pris en charge selon les barèmes de l'OPCO. Et en termes de rémunération, il y a une possibilité de prise en charge de la rémunération, une prise en charge forfaitaire de 13 € par heure avec une obligation de remplacement. Attention, par contre, cette prise en charge de la rémunération n'est possible que pour les structures de moins de 11 salariés ETP. La nouveauté, comme l'ont dit Michel et Isabelle en introduction, des plafonds ont dû être mis en place cette année, tout simplement parce que la consommation observée en 2023 dépassait nettement la collecte et donc la nécessité de mettre en place des critères. Isabelle en a parlé. Très concrètement, ces plafonds, il s'agit d'un plafond de 5 000 € par DAF pour les DAF qui concernent 1 à 4 stagiaires. Et donc, ce plafond peut aller jusqu'à 8 000 € pour les DAF qui concernent 5 stagiaires et plus. Donc là, ça rejoint ce que disait Isabelle, le but de favoriser le collectif. C'est vraiment une ambition et un objectif porté par les partenaires sociaux. Donc ça, c'est un premier type de plafond. Et puis, il y a un deuxième type de plafond sur le nombre de DAF qu'il est possible de financer au cours de l'année, avec là 3 tranches salariales, qui sont les 3 tranches salariales utilisées par l'État dans ses relations avec l'OPCO, donc des tranches salariales qui s'imposent à nous. Et donc, pour les structures de moins de 11 salariés équivalents temps plein, il y a une possibilité de faire financer 7 DAF maximum par an. Pour les structures de 11 à 49 salariés équivalents temps plein, la possibilité de faire financer 10 DAF maximum par an. Et pour les structures de 50 salariés et plus, la possibilité de financer 20 DAF maximum par an. Là-dessus, alors je ne sais pas s'il y a d'ores et déjà des questions ou pas. Alors, ok. Je vais couper mon... Alors, effectivement, Sébastien, nous avons des questions. Première question. Avez-vous pensé au modèle regroupement de centres sociaux pour qui les nouvelles règles vont complètement freiner les départs en formation? Vas-y, pose la question. Seconde question. J'ai entendu qu'une formation finançait 3 DAF par structure. Qu'en est-il? Et comment être en conformité avec le nouvel avenant qui encourage au départ en formation alors qu'on nous impose de telles restrictions? Et aussi, dernière question, peut-on repréciser quelle est la différence entre une DAF et une ACT? Ok. Alors, c'est bon, ça marche. C'est bon. Donc, alors la première question sur les regroupements de centres sociaux. Donc là, j'imagine que c'est une question en lien avec les multi-gestionnaires. Donc effectivement, pour les très grosses structures, on a bien identifié la problématique. C'est une problématique qui nous a déjà été remontée. Pour les très grosses structures qui dépassent largement les 50 salariés équivalents temps plein, effectivement, il y a le nombre de DAF peut être limité.
Maintenant, il y a d'autres dispositifs qui peuvent être mobilisés. L'idée, c'est d'encourager le collectif et évidemment, les partenaires sociaux, ils restent attentifs à ces retours et ils réfléchissent à ce qui pourrait être mis en place à l'avenir là-dessus. Il y avait une deuxième question. Alors, sur les 3 DAF légales, c'est une information du coup qui vient de l'OPCO. Alors, en effet, il y a donc des fonds légaux et des fonds conventionnels qui viennent financer ces DAF. L'OPCO, lui, dans ses règles de gestion, a fixé un maximum de 3 DAF maximum par an pour toutes les structures de moins de 50 salariés équivalents temps plein. C'est ça qu'il faut rappeler, c'est que sur le légal, on a des financements que pour les structures de moins de 50 salariés, ce qui rejoint ce que je disais au début sur les multigestionnaires. Effectivement, il n'y a que 20 DAF pour les grosses structures. Les partenaires sociaux ont déjà choisi d'ouvrir ces 20 DAF, malgré le fait que sur le légal, il n'y avait aucun financement possible. Alors, sur ces 3 DAF sur le légal, c'est vrai. Maintenant, ce n'est pas quelque chose dont vous devez vous occuper, puisque nous, nos plafonds sont fixés, que ce soit des financements légaux ou conventionnels. C'est-à-dire que c'est ces DAF financés sur le légal ou sur le conventionnel pour les structures de moins de 11 salariés ETP. Pour vous, c'est totalement transparent. C'est-à-dire qu'une structure qui aurait bénéficié que de 2 DAF financés sur le légal bénéficiera de 5 DAF sur le conventionnel. Une structure qui aura 0 DAF sur le légal aura 7 DAF sur le conventionnel, etc. Donc, c'est tout confondu, légal plus conventionnel. Il y avait une question également sur le nouvel avenant. Alors, en effet, 2024, ça a également été l'année de la mise en place de l'avenant venant réviser le système de classification et de rémunération dans la branche à l'ISFA. Et cet avenant, il prévoit des dispositions qui encouragent fortement à l'envoi de salariés en formation. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'évidemment, on a parfaitement en tête. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les dispositifs tels qu'ils ont été conçus et les plafonds tels qu'ils ont été conçus, ils ont été établis à partir de simulations, des simulations qu'on a travaillées main dans la main avec l'OPCO Uniformation. Et donc, l'idée de tout ça, ça a été de se baser sur la consommation au réel en 2023 des structures pour avoir l'impact le plus faible possible sur les structures. En réalité, si on prend la consommation 2023, on a très peu de structures dans la branche qui dépassent les plafonds qui ont été fixés. Et lorsque ça dépasse, on a un impact minime sur les structures. Donc, ça a vraiment été aussi un enjeu de bien calibrer pour impacter le moins de structures possible. Ça, c'était important. Il y a également l'idée de favoriser les départs en collectif, pour, comme l'a dit Isabelle, d'envoyer un maximum de salariés en formation sur des projets collectifs afin de mutualiser, de rationaliser les coûts. Donc ça, c'est quelque chose sur lesquels les partenaires sociaux mettent l'accent. Et puis, le fait qu'on a tout un tas d'autres dispositifs qui sont à disposition, donc que vous pouvez mobiliser. Il n'y a pas que les DAF pour financer de la formation. Et du coup, comme on est un petit peu en retard, il est déjà 29, je surveille l'heure en même temps, je vous propose d'enchaîner avec les autres dispositifs. Et sur les ACT, on y reviendra juste après parce qu'on va en parler. Alors, si je vais défiler ma slide, les autres dispositifs de formation. Tout d'abord, le catalogue d'uniformation. Lorsque vous avez un projet de formation, n'hésitez pas à aller regarder l'offre de formation proposée par Uniformation à travers son catalogue. Il s'agit de formations clés en main. Donc voilà, la démarche est facilitée. Il faut penser à s'inscrire assez tôt parce que voilà, les sessions peuvent se remplir rapidement. Et là, ce qu'il est à noter, c'est que les partenaires sociaux, depuis de nombreuses années, ont mis en place une enveloppe, pardon, excusez-moi, pour prendre en charge les frais annexes. Donc, sur les fonds conventionnels, on a une possibilité de prise en charge des frais annexes si vous envoyez vos salariés en formation sur des formations du catalogue Uniformation. Tout ça dans le but, évidemment, de soutenir le départ en formation sur ces formations-là.
Les ACT, on y arrive, il y a une question à ce sujet. Alors la différence entre les formations qui concernent plusieurs stagiaires d'une même structure et les ACT, eh ben, c'est que tout simplement dans les ACT, ce ne sont pas des stagiaires d'une même structure. Il faut qu'il y ait au moins 2 structures différentes qui participent à cette action, donc des actions collectives territoriales. Et donc voilà, c'est la grande différence. On parle de formation intra-entreprise ou inter-entreprise. L'ACT se destine donc au financement d'actions qui concernent au moins 2 structures. Là, on a à la fois des fonds légaux et des fonds conventionnels qui viennent financer. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne finance pas la même chose. Les fonds légaux viennent financer des ACT de structures qui appartiennent à des branches différentes, là où les fonds conventionnels sont réservés aux projets qui financent des projets pour uniquement des structures de la branche ALISFA. Donc voilà, c'est intéressant. En termes de nombre minimum de stagiaires, on est à 5 stagiaires. On peut envoyer des salariés ou des bénévoles sur les ACT avec la nécessité d'avoir une majorité de salariés. En termes de prise en charge des coûts pédagogiques, nous sommes comme sur des formations en intra de 5 stagiaires et plus, sur une prise en charge au coût jour à hauteur de 1 800 € par jour. Et puis, il y a des possibilités de prise en charge des frais annexes. Alors, sur les fonds conventionnels, tout est fléché, tout est prévu. Sur les fonds légaux, ce n'est pas prévu initialement, mais une nouvelle fois, les partenaires sociaux de la branche ont choisi, pour soutenir ces départs, de prendre en charge les frais annexes. Et donc, vous pouvez faire une DAF frais annexes pour prendre en charge les frais annexes sur ces actions-là. Sur les ACT, n'hésitez pas à contacter le référent en région de votre territoire si vous avez un projet de formation, si vous souhaitez être accompagné dans le montage d'une ACT, ils pourront répondre à vos interrogations. Autre dispositif de financement, mais là, cette fois-ci, je vais laisser la parole à Corinne pour la simple et bonne raison que c'est Corinne, accompagnée de Laurie Brunoir, dont je parlais en introduction, qui instruit les demandes sur ces dispositifs-là. Donc, elle est la mieux placée pour en parler. Et donc, Corinne, je te laisse la parole. Donc, ces dispositifs sont présentés devant les membres du CTP. Le CTP, c'est le comité technique paritaire qui est composé de représentants employeurs et des représentants d'organisations syndicales de salariés. Les dates de réunion sont d'ailleurs consultables sur notre site internet dans la rubrique emploi-formation, le financement de la formation dans la branche, solliciter un financement auprès de la CPNEF et vous aurez accès aux dates du CTP. Le premier dispositif concerne les projets innovants qui est pris sur les fonds conventionnels, qui est à destination des salariés et des bénévoles, qu'ils soient dirigeants ou non. Cependant, le groupe ne doit pas être composé majoritairement de salariés. Concernant la prise en charge de cette demande de financement, elle peut se faire tant sur les coûts pédagogiques, les frais annexes, donc tout ce qui est hébergement, restauration, déplacement, mais également les frais de rémunération. Chaque dossier est bien évidemment étudié individuellement par les membres du CTP. La demande préalable est à renseigner directement sur le site www.alisfa.fr et la demande de remboursement s'effectuera, elle, auprès d'Uniformation. Concernant les dispositifs qui sont pris sur les fonds de l'emploi et de la formation, donc du 02, nous avons donc l'analyse des pratiques qui est à destination uniquement des salariés. Et qui concerne les coûts d'encadrement dans la limite d'un coût jour de 280 € par jour et par stagiaire et d'un coût horaire de 40 € par heure. Le budget reste inchangé par rapport à l'année dernière puisqu'il est de 1 500 € pour les structures de moins de 50 ETP et 3 000 € par an pour les structures de plus de 50 ETP. Il existe cependant quelques nouveautés pour l'année 2024 puisque les partenaires sociaux ont pris connaissance des besoins d'analyse des pratiques pour les directeurs et ont décidé à titre expérimental d'ouvrir une enveloppe. Un bilan sera réalisé en fin d'année sur la consommation de cette enveloppe. Donc pour les structures ayant une aide financière donc, a été mise en place pour faciliter le départ des directeurs à des actions collectives d'analyse des pratiques. Un budget supplémentaire donc, de 300 € peut donc être mobilisé par an et par numéro de SIRET. Et enfin, également, pour les
structures ayant plusieurs numéros de SIRET également, elles peuvent déposer une demande sur le budget global calculé sur la base de 1 500 € par numéro de SIRET. La demande préalable doit être déposée en ligne sur le site internet alisfa.fr et la demande de remboursement, elle, s'effectuera également en ligne sur notre nouveau site internet. Second dispositif, il s'agit des colloques conférences qui est à destination des salariés et des bénévoles, qu'ils soient dirigeants ou non. Les coûts d'inscription sont donc de 200 € par jour et par stagiaire, avec une limitation pour les bénévoles de 6 journées bénévoles par an et par structure. La demande de remboursement s'effectue également en ligne sur notre site internet. Cependant, pour toute demande supérieure à 2 000 €, une demande préalable sera nécessaire et le formulaire de demande préalable est téléchargeable sur notre site internet. La demande sera présentée en CTP. Alors, une précision complémentaire sur ces informations données par Corinne. Pour l'instant, sur le site alisfa.fr, il est possible de faire des demandes préalables d'APP. Les autres dispositifs, ce n'est pas encore possible de les solliciter, mais ça le sera très prochainement. On est en train de finaliser tout le travail technique sur le site alisfa.fr. Donc voilà, tout ça sera très prochainement possible. Il y avait juste une petite question à laquelle est-ce que tu peux répondre très rapidement parce qu'on est un peu pris par le temps. Mais est-ce que, Corinne, tu peux donner un exemple de projet innovant ? Alors, il y en a plusieurs, difficiles de sélectionner, mais ça peut être aller s'inspirer de pratiques à l'étranger, par exemple au Canada, sur les pratiques de la petite enfance, donc avec une formation également mise en place sur ces pratiques pour pouvoir l'appliquer sur le terrain dans nos structures. Merci beaucoup Corinne. Je vous propose de poursuivre avec une autre ambition des partenaires sociaux, qui est le fait de financer des parcours certifiants. C'est une grosse ambition de la part des partenaires sociaux, et ces formations certifiantes, elles peuvent être financées par deux grands dispositifs que vous voyez à l'écran, qui sont la PROA et la DAF formation certifiante. Alors, on va commencer par la PROA. La PROA, c'est une disposition légale qui trouve sa traduction dans la branche par un accord qui a été négocié en CPPNI après un travail préalable en CPNEF. On parlait tout à l'heure des commissions paritaires dans la branche. Et donc voilà, ce travail a été fait en commission paritaire. L'accord de branche qui porte sur la PROA est disponible sur le site alisfa.fr. Vous pouvez aller le consulter. Et donc cet accord, il va reprendre à la fois qui peut bénéficier de ce dispositif, de la PROA, en l'occurrence les salariés en CDI, les salariés en CDI qui ont un niveau de qualification inférieur au niveau 6, donc Bac plus 3. Et puis, il va définir toutes les formations qui sont éligibles à ce dispositif. Et donc, vous pouvez retrouver la liste de ces certifications sur l'accord PROA qui est disponible sur le site de la branche Alisfa. En termes de prise en charge, quelque chose d'important, c'est qu'on a une prise en charge des coûts pédagogiques avec un plafond de 15 € par heure de formation sur les fonds légaux. Ce qui est intéressant, c'est que sur les fonds légaux, on a un plafond à hauteur de 8 000 € pour financer la PROA. Les partenaires sociaux de la branche Alisfa ont décidé d'aller bien au-delà, puisque lorsque les coûts pédagogiques dépassent 8 000 €, les fonds conventionnels viennent prendre le relais et compléter le financement, mais viennent en plus prendre en charge la rémunération, donc la rémunération du salarié qui est en formation sur la base d'un forfait de 15 € par heure. Il y a également une prise en charge des frais annexes. Alors, pour rappel, ce qu'on ne va pas forcément détailler, mais les frais annexes, hébergement, restauration et déplacement, tous ces frais sont couverts. Et également les frais de garde d'enfants, puisque certaines études avaient pu laisser apparaître que la garde d'enfants pouvait être un frein au départ en formation. Donc, l'idée, ça a été vraiment de mettre en place tout ce qui était possible pour faciliter les parcours certifiants, faciliter l'acquisition de nouvelles certifications par les salariés de la branche, et donc de remplir notre rôle dans l'évolution professionnelle des salariés de la branche. Le pendant de la PROA, c'est la DAF formation certifiante, et là c'est assez simple de définir la DAF formation certifiante, puisque c'est finalement le dispositif qui permet de financer tous les projets qui ne sont pas finançables par la PROA.
sous réserve que la formation fasse plus de 70 heures. Mais en tout cas, les formations qui ne sont pas listées dans l'accord de branche PROA ou les formations à destination de salariés en CDD ou ayant un niveau de qualification ne correspondant pas aux requis de la PROA peuvent être financées via une formation DAF certifiante avec des prises en charge qui sont exactement les mêmes que sur la PROA en termes de coûts pédagogiques, rémunération, frais annexes et frais de garde d'enfants. La nouveauté par rapport à 2024, et Isabelle l'a dit en introduction, c'est qu'il n'y a plus de possibilité de faire financer le salaire du remplaçant sur ces DAF certifiantes. L'accueil d'un alternant maintenant, si vous souhaitez accueillir un alternant, deux types de contrats s'offrent à vous, donc à la fois le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. On ne peut pas accueillir les mêmes publics avec ces deux types de contrats. Ce qu'on peut noter par rapport à ces contrats, c'est que en termes de tutorat, rappelez qu'il y a une obligation de nommer un tuteur ou un maître d'apprentissage. En termes de prise en charge, ce qu'on peut noter, c'est que le contrat de professionnalisation est pris en charge sur la base de 15 € par heure de formation, auquel s'ajoutent 3 € par heure pris en charge par les fonds conventionnels, donc en tout 18 € par heure. Sur les fonds, sur le contrat d'apprentissage, excusez-moi, il y a des prises en charge qui se font selon un coût contrat qui est travaillé, défini par la branche, puis revu par France Compétences. Donc voilà, le travail se fait avec France Compétences à ce niveau-là. On peut rappeler en termes de prise en charge que la prime unique à l'accueil d'un alternant a été reconduite, ça a été annoncé en début d'année. Donc cette prime a été reconduite, elle est donc d'un montant de 6 000 € versé sur la première année du contrat d'alternance. Et pour avoir une visibilité sur le coût de l'accueil d'un alternant, nous ne pouvons que vous renvoyer vers le simulateur mis en place par Uniformation, donc sur lequel vous rentrez à la fois votre branche d'appartenance, le type de salarié que vous allez accueillir, le type de contrat, etc. Et vous allez avoir une estimation qui reste évidemment une estimation de reste à charge. Toujours en lien avec l'accueil d'un alternant, deux dispositifs qui répondent à deux obligations qui ont été fixées par l'accord formation. Alors, tout d'abord, la prime tuteur, qui est effectivement quelque chose qui a été mis en place dans le cadre de notre accord formation et qui s'applique aux structures de notre branche. Lorsque vous accueillez un contrat de professionnalisation, lorsqu'un salarié part en PROA, lorsque vous accueillez un apprenti, il y a la nécessité de nommer un maître d'apprentissage ou un tuteur. Et il y a également l'obligation de verser une prime à ce tuteur ou à ce maître d'apprentissage d'un montant de 50 € brut par mois. La prise en charge peut se faire, le remboursement peut être fait de cette prime tuteur, mais uniquement, attention, sur le contrat de professionnalisation ou sur la PROA. Sur le contrat d'apprentissage, les partenaires sociaux auraient souhaité pouvoir assurer cette prise en charge, mais malheureusement, c'est impossible car l'apprentissage est considéré comme de la formation initiale et nos fonds visent la formation continue et ne peuvent légalement pas venir financer ce dispositif. Autre obligation, le fait de former son maître d'apprentissage ou son tuteur. Et donc, les tuteurs qui se voient confier leur première mission de tutorat ou de maître d'apprentissage doivent obligatoirement suivre une formation. On a récemment réalisé une étude sur l'alternance où il a pu laisser apparaître que cette obligation n'était pas forcément connue de toutes et tous. Donc voilà, on réinsiste sur cette obligation, d'autant plus qu'il y a un vrai enjeu, puisqu'on a pu étudier qu'il y avait une satisfaction très élevée lorsque l'on envoyait le tuteur ou le maître d'apprentissage se former. Ça facilite ensuite l'accueil de l'apprenti ou de l'alternant en général. Et donc, il y a des possibilités de prise en charge pour ces formations à hauteur de 15 € par heure de formation avec des durées maximum de 40 heures. Uniformation, à travers son catalogue, propose des formations à ce sujet.
Enfin, sur la formation des salariés, nous voulions dire un mot sur des dispositifs qui peuvent être sollicités par les salariés. Alors, il y a évidemment le CPF, dont les modalités sont en cours de révision. On a eu des annonces hier. Le bilan de compétences, le conseil en évolution professionnelle. Sur tous ces dispositifs-là, il y a une obligation pour l'employeur d'informer les salariés lors de l'entretien professionnel et donc d'apporter des éléments d'explication sur ces dispositifs. Des outils sont à votre disposition sur le site de la branche à l'ISFA, donc n'hésitez pas à les consulter. Dans le cadre de ce webinaire, nous souhaitions vous parler de la VE, alors en dire un court mot, mais juste vous signaler que la VE est en pleine révolution, puisque France VE se met en place. Donc, le process même de mise en place de la VE évolue. Le salarié devra maintenant aller sur la plateforme France VE, choisir la certification qu'il souhaite valider, sélectionner un accompagnateur et architecte de parcours, et cet accompagnateur et architecte de parcours accompagnera le salarié tout au long de sa démarche. Il y a des prises en charge qui sont intégrées et prévues via ce dispositif. Nous recommuniquerons évidemment à ce sujet au cours de l'année 2024, car ce qu'il faut retenir, c'est que ce dispositif il est en cours de déploiement sur l'année 2024. Certaines certifications et diplômes sont déjà intégrés à la plateforme France VE et donc à cette nouvelle VE, et ce n'est pas le cas de toutes les certifications. Les certifications déjà disponibles, pour les consulter en cliquant sur le lien lorsque vous aurez téléchargé le document. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que certaines certifications au sein de la branche sont déjà intégrées et les autres arriveront en cours d'année. Évidemment, nous vous tiendrons informés également à ce sujet. Enfin, après avoir parlé formation des salariés, un mot également sur la formation des bénévoles. Notre accord formation sanctuarise une partie de la formation pour former les bénévoles. Alors ces fonds, normalement les fonds de la formation professionnelle viennent alimenter la formation des salariés des structures, mais dans la branche à l'ISFA, on a une petite partie qui vient également financer la formation des bénévoles. Alors nous avons vu lors des différents dispositifs dont nous avons parlé avant que parfois les bénévoles pouvaient être intégrés au projet de formation dans des prises en charge sur d'autres enveloppes. Il se trouve que là, on est vraiment sur des dispositifs donc financés à 100% par les fonds conventionnels et pour des formations 100% bénévoles, avec des dispositifs qui sont calqués sur le modèle des DAF et des ACT pour les salariés. La seule différence, c'est qu'il n'y a que les coûts pédagogiques qui sont pris en charge. Donc voilà, donc ils apparaissent à l'écran, mais en tout cas pour des formations où vous envoyez 5 bénévoles de votre structure, moins de 5 bénévoles de votre structure, vous avez des prises en charge à hauteur de 15 € pour les formations dont la durée dépasse 105 heures, 65 € pour les formations d'une durée inférieure à 105 heures. Et puis pour les formations qui concernent 5 stagiaires bénévoles et plus, que ce soit des bénévoles de votre structure ou de votre structure et d'autres structures, sur le modèle de l'ACT. Là, vous avez une prise en charge au coût jour à hauteur de 1 800 €, exactement comme ce qui est mis en place pour les salariés. Voilà sur la formation des bénévoles. Alors, je ne sais pas si on a le temps de prendre une ou deux questions. Ouais. Est-ce que les DAF formation certifiante ou DAF préparation au concours sont décomptés des DAF limités? Alors, c'est une excellente question. Effectivement, la question se pose, mais non. Les dispositifs que l'on vous a présentés après la slide consacrée aux DAF, tous ces dispositifs-là ne sont pas comptabilisés dans le plafond des DAF. Donc, les DAF formation certifiante ne sont pas comptabilisés. Les DAF préparation au concours, les DAF pour la prise en charge des frais annexes lorsque l'on envoie un salarié sur une formation du catalogue des formations, les DAF bénévoles dont on parle actuellement sur la slide qui est affichée à l'écran. Tout ça, ce n'est pas comptabilisé dans les plafonds de DAF. Donc, c'est en ça qu'on vous dit que, effectivement, il y a des plafonds sur les DAF, mais il ne faut
pas hésiter à aller solliciter les autres dispositifs qui sont ouverts au sein de notre branche. On enchaîne avec, alors, tac, les ressources et outils. Donc là, on arrive à la fin de notre webinaire. Un mot sur les sites internet pour vous dire que le site de la branche des acteurs du lien social et familial a été publié en fin d'année dernière. Donc ce site, il regroupe toutes les commissions paritaires de la branche et donc toutes les actualités de notre branche professionnelle, que ce soit des actualités emploi-formation, en lien avec la convention collective, en lien avec la santé des salariés, en lien avec l'observatoire. Vous retrouverez donc toutes les informations sur la branche ALISFA, donc alisfa.fr. Ce site est particulièrement important pour vous car c'est aussi le site sur lequel vous allez pouvoir créer votre espace privé et solliciter des demandes de financement. Corinne en a parlé tout à l'heure, mais vous pouvez d'ores et déjà faire vos demandes d'analyse des pratiques professionnelles, de financement pour les analyses de pratiques professionnelles sur le site alisfa.fr et vous pourrez prochainement faire de même pour les projets innovants ou pour les colloques conférences. Tout ça sera très vite mis en place. Autre site que vous devez connaître a priori, le site d'Uniformation, uniformation.fr, sur lequel vous retrouverez également beaucoup d'informations, et puis sur lequel vous pourrez faire vos demandes de financement à l'OPCO, vos DAF. Là-dessus, on attire votre attention sur le fait de bien penser à consulter régulièrement votre espace privé au sein du site uniformation.fr. On sait qu'il y a des problématiques à ce niveau-là. Il y a des dispositifs, dès lors que la formation fait plus de 1 mois, il est nécessaire de valider que le salarié est bien parti en formation, que la formation a bien débuté. Et il y a des problématiques à ce niveau-là, puisque les relances se font via l'espace privé sur le site uniformation.fr et des structures peuvent passer à côté en ne pensant pas à consulter le site. Donc voilà, on attire bien votre attention sur le fait de bien penser à regarder régulièrement votre espace privé et toutes les notifications que vous pouvez avoir sur uniformation.fr. En termes d'outils, des outils que la CPNEF de la branche des acteurs du lien social et familial met à disposition pour vous faciliter la compréhension de ces dispositifs de financement et pour vous permettre de les solliciter au mieux. Alors, on a différents outils. Alors déjà, je dirais qu'on a déjà ce webinaire. Le présent webinaire est fait pour vous faciliter la compréhension. Le support, vous pouvez le télécharger, mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez consulter le tableau des financements de la CPNEF. Il est disponible sur le site de alisfa.fr, pardon, j'ai encore les vieux réflexes. Et donc, ce document, il va détailler les dispositifs et les démarches pour solliciter les financements. Nous avons également, et nous travaillons sur des brochures. Alors, au cours des dernières années, nous avons mis à disposition des brochures à destination des employeurs. Nous sommes en train de finaliser la version 2024 que nous avons revue dans le format pour poursuivre sa simplification, donc qui vous sera envoyée très prochainement dans vos structures. Donc voilà, vous la recevrez par courrier. Elle sera également disponible en ligne. Et lorsque vous la recevrez par courrier, vous la recevrez avec une affiche qui est une affiche qui est affichée juste derrière moi, qui est donc là une affiche d'information à destination des salariés de vos structures pour les informer de la mise à disposition d'une nouveauté. Michel l'a évoqué en introduction, mais nous avons également cette année travaillé sur une version à destination des salariés. Cette version, elle sera disponible uniquement en ligne, mais donc l'affiche est là pour informer et les salariés pourront, via un QR code, accéder directement à cette brochure sur notre site. Donc voilà, particulièrement important de pouvoir faire cet affichage. Et pour conclure, quelques éléments de contact pour avoir plus d'informations. Vous pouvez tout d'abord contacter le service technique de la CPNEF par mail, cpnef@cpnef.com, par téléphone. Une permanence est ouverte le mardi et le jeudi de 14h à 17h. Et donc, je vous le rappelle, le site internet alisfa.fr où vous pouvez retrouver toutes les informations. Les référents en région, c'est important. J'ai dit qu'on en reparlerait tout à l'heure. C'est l'occasion d'en dire un mot. Les référents en région,
J'imagine que vous les connaissez. Si ce n'est pas le cas, ce sont les relais de la CPNEF en région qui représentent techniquement la CPNEF sur les territoires et qui vous accompagnent dans la compréhension des dispositifs et dans la mise en place de projets, notamment de projets collectifs de formation, comme je le disais tout à l'heure, sur les ACT. Dans le cadre de l'accompagnement qu'ils peuvent faire aux structures, les référents en région, ils animent des réunions d'information collective avec le conseiller emploi-formation d'Uniformation. Ces réunions d'information collective, certaines se sont déroulées ces dernières semaines, certaines vont se dérouler les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas à consulter les dates sur le site alisfa.fr dans la rubrique agenda. Et si vous n'avez pas de date dans votre région, n'hésitez pas à contacter votre RR. Les coordonnées de tous les RR sont disponibles sur le lien qui s'affiche sur la diapo et donc sur lequel vous pourrez cliquer lorsque vous aurez téléchargé la présentation. Et puis enfin, Uniformation, évidemment, votre conseiller emploi-formation qui est votre premier interlocuteur en matière de financement de la formation, et cela est évident. Est-ce qu'on est OK? Eh bien, il me reste donc à vous remercier toutes et tous pour votre participation. Comme je l'ai dit en introduction, nous avons essayé de répondre à quelques questions. Bon, on a été un peu pris par le temps, encore plus que ce qu'on avait anticipé. Mais évidemment, nous reviendrons vers vous par écrit pour les questions auxquelles nous n'aurions pas répondu pendant ce webinaire. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci une nouvelle fois à Corinne qui animait ce webinaire avec moi. Merci à Anne-Laura pour le temps qu'elle a consacré à la préparation de ce webinaire. Et merci à Michel et Isabelle pour leur intervention, leur introduction. Alors voilà. Merci beaucoup à toutes et tous. Et on s'engage à répondre aux questions, il y en avait beaucoup. Je crois que c'est ce qu'on peut dire en conclusion, en tout cas, de ce webinaire.